Bienvenue à Jason Ensemble, le podcast du projet Cultivons la culture du consentement au Nouveau-Brunswick du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Clara Cormier et je serai votre animatrice aujourd'hui. Ce projet est inspiré du projet Cultivons la culture du consentement de l'organisme Prévention Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce, qui vise un changement systémique sur la violence fondée sur le genre dans les milieux scolaires et communautaires chez les jeunes de 13 à 18 ans. Le podcast est développé et animé par le comité expert jeunesse avec l'aide de Laure Bourdon, experte en santé communautaire. Dans ce podcast, on aborde des sujets dits tabous ou trop touchy en allant chercher des témoignages des experts et expertes, des intervenants et intervenantes jeunesse et des jeunes. Aujourd'hui, on va discuter de comment faire pour passer d'une culture du viol à une culture du consentement. Avant de se lancer dans la discussion avec nos intervenants, nous voulons définir la culture du viol et la culture du consentement. Selon Wikigender, la culture du viol est la manière dont le viol est perçu et représenté dans l'imaginaire collectif. La culture du viol découle de mythes, de fausses réalités, qui faussent la réalité du viol telle qu'elle est perçue par les chiffres. Ces mythes témoignent de la persistance des stéréotypes de genre. En d'autres termes, on parle de culture du viol pour décrire un ensemble de références et de comportements sociaux qui, volontairement ou non, normalisent, excusent ou encore encouragent les violences sexuelles. Ces références et comportements sont profondément ancrés dans notre société. C'est un ensemble de pensées, d'actions, de paroles et d'habitudes qui créent un climat propice au viol et à l'impunité des violeurs. En 2018, 29% des femmes et 10% des hommes au Nouveau-Brunswick déclarent avoir été agressés sexuellement depuis l'âge de 15 ans. Le taux d'agression sexuelle sur les enfants au Nouveau-Brunswick est le double de la moyenne nationale et le deuxième plus élevé au Canada. En 2023, il y a eu au moins 109 victimes d'agressions sexuelles âgées de moins de 12 ans et 245 victimes âgées de 12 à 17 ans au Nouveau-Brunswick. Les membres de la communauté LGBTQIA+, sont presque 3 fois plus susceptibles d'être victimes de violences que les personnes hétérosexuelles. Ces statistiques sont choquantes, mais pour lutter contre la culture du viol et la culture à caractère sexuel, nous devons promouvoir une culture du consentement. La culture du consentement est une culture dans laquelle toute interaction est axée sur le consentement mutuel. C'est une culture qui ne force personne à faire quoi que ce soit, qui respecte l'autonomie et qui croit que la personne elle-même est toujours la mieux placée pour déterminer ses propres désirs et besoins. Pour approfondir notre connaissance sur la culture du viol, la culture du consentement et la violence à caractère sexuel, nous accueillons aujourd'hui Jessica Galland, directrice du Centre Jade à Moncton, et Madeleine Lambollet, titulaire de la chaire de recherche du Canada, violence sexuelle, prévention et intervention, et professeure au département de sociologie et de criminologie de l'Université de Moncton. De plus, nous accueillons Ève Leblanc, membre du comité jeunesse expert pour le projet Cultivons la culture du consentement au Nouveau-Brunswick comme voix jeunesse. Donc, on va commencer ça par juste faire un petit survol de qu'est-ce que c'est la culture du viol, comment ça se présente dans la société et sur les réseaux sociaux. Jessica. Donc, culture du viol, c'est quoi? C'est vraiment quand la société normalise, minimise ou excuse la violence sexuelle. Par violence sexuelle, je vais dire le viol, l'agression, l'harcèlement, l'exploitation et la sextorsion. Vraiment, la culture du viol, elle est partout. Elle est dans les blagues, les films, les jeux vidéo et même les réseaux sociaux. On voit les agressions sexuelles sont normalisées. C'est juste quelque chose qui se passe. C'est ça que c'est. Il n'y a rien qu'on peut faire par rapport au fait que le viol ou les agressions violentes sexuelles sont dans notre société. Une des causes profondes de la violence sexuelle est le déséquilibre de pouvoir. Partie du culture de viol est également comment on normalise ces dynamiques. Puis, c'est non seulement une question d'individu, mais c'est vraiment de système et d'attitude qui est ancré dans notre société. On voit ça souvent avec les garçons vont rester les garçons, blâmer les vêtements d'une victime, comme j'ai mentionné, rire à des blagues sur le viol. Puis, vraiment, c'est présent dans notre communauté ou dans la société, en gros, avec les jeux vidéo. On voit ça souvent avec comme les personnages féminins qui sont vraiment hyper sexualisés,
peut-être comme communauté, des gens qui jouent les jeux vidéo, sont souvent critiqués pour la manière comment ils vont traiter les femmes, soit avec l'harcèlement comme les commentaires sexuels, si ils ont des micros quand ils jouent les jeux, puis ils réalisent qu'il y a quelqu'un peut-être qui se présente plus féminine qui est en train de jouer avec eux. Puis on voit ça aussi souvent, spécialement avec les jeunes ados, ou les ados puis les jeunes adultes, dans nos réseaux sociaux. Plus précisément, vraiment avec TikTok, c'est quelque chose qu'on voit souvent l'hypersexualisation. Donc, TikTok, c'est vraiment une application qui est très populaire chez les ados et les jeunes adultes. Puis c'est souvent très critiqué pour son contenu sexualisant les jeunes. On voit ça souvent avec les danses, comment est-ce qu'ils s'habillent. Puis dans les vidéos, il y a beaucoup de commentaires qui sont vraiment inappropriés, parlant beaucoup par rapport à le viol, l'harcèlement, puis comment est-ce que peut-être qu'ils voudraient en faire des actes qui sont de la violence sexuelle avec ces gens aussi dans les vidéos. Merci beaucoup pour cette définition. Ça ajoute vraiment une profondeur à ce que c'est. On a mentionné brièvement la sextorsion et l'exploitation sexuelle. Madeleine, veux-tu nous en parler davantage? Donc, d'après la GRC, en fait, la sextorsion, c'est vraiment un cybercrime qui touche principalement les jeunes de partout au Canada, particulièrement les jeunes de 14 à 24 ans, et ça peut frapper vraiment tout le monde, peu importe le genre, l'identité ou l'orientation sexuelle, c'est vraiment une forme de chantage en ligne où quelqu'un va vous convaincre de lui envoyer des photos, des vidéos intimes, et menace ensuite de les partager, à moins que vous lui versiez de l'argent ou que vous lui envoyez d'autres images. Donc cette personne peut vous menacer de les partager sur les réseaux sociaux et de les envoyer à vos amis et votre famille. Il faut savoir que 83% des victimes d'extorsion dont le genre est connu sont masculines et que généralement les garçons se font sextorquer pour de l'argent et que les filles vont se faire sextorquer pour d'autres images. Et que généralement, les premiers contacts se font souvent sur Instagram et vont se poursuivre ensuite sur Snapchat. Donc, c'est vraiment la sextorsion, comment les agresseurs vont finalement piéger leurs victimes par différentes plateformes sur Internet. Donc, applications de rencontres, les médias sociaux, divers sites web, puis bien sûr Instagram, Snapchat, etc. Et dans 60% des cas, les survivantes et survivants de sextorsion connaissent l'exploiteur. Et en fait, ils vont jouer vraiment sur le sentiment d'urgence, d'incertitude de la menace qui va déstabiliser psychologiquement les victimes, ce qui va accroître en fait le pouvoir, le contrôle des exploiteurs sur elles et qui va renforcer leur isolement. Donc, il y a comme des phases, on va dire, dans la sextorsion. Donc, premièrement, on va faire la prise de contact, le conditionnement, on va faire un peu de grooming. L'exploiteur entre en contact avec la victime, on va établir une relation intime, relation de confiance qui va être croissante. On va susciter aussi un peu d'excitation, une meilleure estime de soi. Et la victime et l'exploiteur vont commencer à échanger des images sexuelle que l'exploiteur va enregistrer. Et au moment où la victime va refuser d'obtempérer, le sextorqueur cherchera à l'intimider en l'intimidant, en menaçant de publier ses images en ligne ou de les transmettre directement à ses amis, sa famille. Et la troisième phase, c'est vraiment la phase vraiment de sextorsion où l'exploiteur va demander de l'argent ou d'autres demandes en menaçant de divulguer les images enregistrées. Donc l'extorsion se poursuit, même après le paiement, jusqu'à ce que la victime bloque en fait tout contact. Donc lorsqu'il demande de l'argent, les sextorqueurs recourent à différentes formes de paiement. Donc, ils vont passer par PayPal, Western Union, MoneyGram, ça peut être des cartes cadeaux, Amazon, Google Play, Visa, des virements électroniques, et tout ça va avoir absolument des conséquences sur les victimes. Puis la victime va espérer finalement que les images en ligne ne vont pas circuler. Est-ce que ça arrive la plupart du temps que les images finissent par circuler ou est-ce que c'est plutôt juste des menaces vides?
Non, ça finit par, parfois ça finit par circuler parce que dépendamment où est-ce que ça a été partagé, on a eu le cas, notamment une femme aux États-Unis où elle a retrouvé, même 10 ans après, même après des multiples plaintes au niveau des réseaux, où finalement ça se partage tellement, ça véhicule beaucoup, c'est repartagé. Donc même si on est capable de le supprimer sur la plateforme initiale, ça se peut que ces images-là aient malheureusement été repartagées et repartagées. Donc, et faut savoir aussi qu'au niveau des profils des délinquants, on va répondre à des motivations qui sont très différentes. Ça peut être des motivations financières, sexuelles, psychologiques ou même idéologiques. Puis, bien souvent, c'est des organisations, des cybercriminels organisés en arrière de ça. Donc, combattre une cyberorganisation criminelle, c'est beaucoup plus difficile. Des fois, ça peut être des prédateurs sexuels, ce qu'on appelle la revenge porn, donc les ex-partenaires vengeurs. Ça peut être des hackers totalement opportunistes qui vont le faire pour l'argent. Ça peut être des trolls, des harceleurs en ligne, des membres aussi de communautés misogynes, extrémistes, comme les incels, par exemple. Donc, il y a différents types de profils de délinquants qui ont différentes motivations et dépendamment, si c'est un individu isolé, si le délinquant est un individu isolé, peut-être qu'on aura plus de contrôle sur les images qui vont être partagées, mais si on fait face à une organisation cybercriminelle organisée, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc, et souvent, donc dans le profil des victimes, aujourd'hui, on va se concentrer plus sur la jeunesse, mais il faut savoir que les personnes aussi adultes peuvent être sextorquées également. Mais au niveau des personnes mineures et jeunes adultes, de 2014 à 2022, la police a déclaré plus de 15 000 affaires d'infractions sexuelles contre des enfants en ligne et plus de 45 000 affaires de pornographie juvénile en ligne. Donc, on est vraiment, le profil, c'est des adolescents, des jeunes adultes qui sont souvent naïfs face au danger. Pourquoi? Pas parce qu'ils vont faire une exploitation, utilisation des réseaux sociaux, moins de connaissances, des risques, etc. Et bien sûr, on l'a dit, Jessica l'a dit, les membres de la communauté de LGBTQIA+, vont être exposés justement parce que peut-être qu'ils n'ont pas fait leur coming out, puis ça va être une façon où ils vont être beaucoup plus vulnérables. Et toutes les personnes aussi qui sont plus psychologiquement vulnérables, donc troubles anxieux, troubles dépressifs, faible estime de soi, l'agresseur va jouer là-dessus justement pour les sextorquer. OK. Puis, quant à l'exploitation sexuelle, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations sur ça? Alors, au niveau de l'exploitation sexuelle, 97% des victimes de la traite de personnes, en fait, sont des femmes et des filles. Les 2/3 des incidents de traite de personnes ont été signalés notamment en Ontario. Il faut savoir que Moncton est devenu un hub au niveau de la traite de personnes, de l'exploitation sexuelle des personnes mineures et qu'il y a un corridor entre Halifax et Toronto qui est maintenant assez bien connu des services policiers et des organismes où justement on va transporter les victimes d'une province à l'autre dans l'objectif en fait de faire en sorte qu'elles soient déstabilisées. Elles savent pas où elles vont être transportées. Si par exemple c'est des victimes qui parlent uniquement anglais, on va s'arranger pour les mettre dans un milieu francophone et vice versa. Et puis, l'isolement géographique, le fait d'arriver à Toronto, de connaître personne, va faciliter le fait de mieux contrôler la personne. Et 45% de toutes les victimes de traite de personnes ont entre 18 et 24 ans. Donc, on parle de jeunes, vraiment de jeunes adultes. Et au niveau de l'exploitation
c'est pas juste un événement de vie qu'on dit isolé dans la vie des adolescentes et des femmes. Ça, c'est plus dans un espèce de processus, dans un large éventail de facteurs de vulnérabilité. Par exemple, un jeune qui fait face à de la vulnérabilité économique, donc pauvreté, pas d'emploi, un manque de ressources, des vulnérabilités au niveau de la famille, donc qui vit de la violence familiale, conjugale, de la négligence, qui a des comportements aussi déviants, qui a déjà fait des fugues, ou encore juste parce que ce jeune-là, il veut une recherche de stimulation, donc ou de l'estime de soi qui est beaucoup plus faible, en fait, l'exploiteur va vouloir combler ces besoins-là. Il va combler les besoins de base, donc se loger, se nourrir, se vêtir. Il va combler le besoin d'amour, de sécurité, le besoin de pouvoir et le besoin de valorisation. Donc l'exploiteur, c'est un excellent manipulateur, puis qui va jouer sur les vulnérabilités vraiment des victimes, en fait. L'exploiteur qui peut être un autre jeune qui va souvent, on va faire par exemple le boyfriend, qui va arriver un peu comme le sauveur, qui va lui offrir des cadeaux, etc., qui va la manipuler, qui va la mettre en situation de confiance, puis à un moment donné, c'est comme, oups, ces cadeaux-là, il y a un prix à payer. Puis le prix, ça va être, faut rembourser, ou je suis dans une situation financière compliquée, puis là, faut rembourser, il faut payer le loyer. Si tu pouvais te vendre finalement, de faire de la prostitution. Donc là, c'est là que la jeune fille va se retrouver dans cette position-là parce qu'elle l'aime, c'est son chum. Et finalement, le chum, ce n'est pas tant c'est plus un exploiteur, un trafiquant. Donc, c'est là où elle va se faire prendre au piège, puis à un moment donné, le piège va de plus en plus grossir autour d'elle jusqu'à ce qu'elle perde complètement le contrôle. Est-ce que ça arrive des fois que les exploiteurs vont comme avoir une jeune qui va être placée dans des milieux pour aller recruter d'autres victimes? Oui, c'est possible. Des fois, il y a des jeunes filles aussi qu'on va retrouver dans des positions de recruteuses. Mais souvent, quand elles arrivent en position de recruteuse, elles ont quand même souvent, très, très, très souvent vécu l'exploitation avant ça. OK, c'est intéressant. Puis, quand on parle de traite de personnes, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Alors, la traite de personnes, en fait, ça comprend, au sens du code criminel, ça comprend 3 actes. Donc, le premier, c'est il faut qu'il y ait un recrutement. Donc, la personne se fait recruter, se fait transférer, se fait transporter. Donc, comme je disais, avec le corridor entre Halifax et Toronto, donc la jeune fille va se faire recruter, va se faire transférer ou transporter quelque part d'autre. Ensuite, on va utiliser pour ça certains moyens. Donc, on va la contraindre, on va utiliser la coercition, on va utiliser la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité, de vulnérabilité. Puis ensuite, la troisième phase, c'est vraiment l'exploitation. Donc souvent, pour les jeunes filles, on parle d'exploitation sexuelle et pour les garçons, ça va être beaucoup plus au niveau du travail forcé. Mais pour les jeunes filles 18-24 ans et même en deçà, on va parler d'exploitation sexuelle. Donc la traite de personnes, ça prend ces 3 éléments-là. Et quand il s'agit de mineurs, on parle d'exploitation sexuelle commerciale pour les mineurs. Est-ce que c'est possible de s'en sortir une fois qu'on est dans ce cycle-là? Bien sûr, c'est difficile c'est possible de s'en sortir. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que souvent, la victime est souvent isolée, surtout si elle a été transportée dans une autre province.
l'usage des menaces, notamment de faire des menaces à la famille, par exemple, ou alors en lien avec la sextorsion, de dire si tu fais pas ce que je te dis, je vais envoyer des photos de toi avec un client à tout ton réseau, on va poster ça sur le web, on va envoyer ça dans les réseaux sociaux, etc. Mais oui, c'est possible de s'en sortir. Encore faut-il que la personne puisse avoir accès à un moment donné une porte de sortie, du soutien, des services, etc. Mais ça va demander un soutien, un accompagnement très important pour cette personne-là qui a fait face à de nombreux traumas durant la situation d'exploitation. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour ces informations. Quoi faire? Je pense que j'en ai pas parlé plus tôt. Quoi faire en cas de sextorsion? Déjà, même si ça paraît ne pas céder aux demandes des agresseurs. Puis ça, c'est très difficile parce qu'on se sent menacé, on se sent isolé, on a de la honte, on a de la culpabilité. Mais idéalement, c'est ne pas céder aux demandes des agresseurs. Bloquer et signaler les comptes des agresseurs. Désactiver son compte sur les médias sociaux, mais ne pas le supprimer parce qu'on veut conserver les traces des photos, des échanges, etc. Enregistrer une copie de toute photo que vous avez envoyée, faire des saisies d'écran, des messages du profil de la personne, son nom d'utilisateur, parce que comme ça, si on veut porter plainte, ça donne des pistes pour les policiers pour mener une enquête. Et surtout, contacter des organisations de soutien. Il y en a des associations, il y a des lignes d'assistance, puis ça, Jessica va pouvoir aussi vous en parler. Très important de se souvenir qu'il y a toujours de l'espoir. Merci beaucoup à vous deux. OK, donc maintenant on a Eve avec nous. On vient juste d'entendre plusieurs choses vraiment choquantes. Qu'en penses-tu? C'est triste à dire que, oui, c'est très étonnant, mais c'est tellement normalisé dans notre société que c'est pas aussi étonnant de les entendre. Fait que c'est triste, mais on s'habitue au comportement, on s'habitue aux commentaires, aux gestes, aux phrases, parce que c'est rendu tellement normal et banal dans notre société que on les minimise puis on les rend plus invisibles. Fait que, c'est vraiment triste à dire, mais ça m'étonne pas beaucoup d'entendre certains commentaires qui se font dire ou certains actes qui se font dire. Oui. La sextorsion, l'exploitation sexuelle, est-ce que c'est des choses que tu avais déjà entendu parler avant? Oui. Donc, c'est sûr qu'on parle de ça à l'école, dans nos cours de MOI ou dans nos cours d'enjeux ou quand on parle du mieux-être. Puis je pense que, oui, plusieurs personnes, on a entendu parler, mais c'est toujours important de continuer d'augmenter la conscience parce que il y a quand même plusieurs personnes qui ignorent beaucoup de comportements qui sont en lien avec ça ou plusieurs micro-agressions qui sont en lien avec ça parce que encore une fois c'est juste tellement normalisé. Il y a des commentaires à l'école, dans les médias sociaux et je trouve que ce que j'ai plus remarqué c'est que les gens pensent souvent qu'ils ont le droit de dire certaines choses, que ça soit sur le corps des gens, sur les comportements, ils ont juste le droit de le dire, qu'en réalité, ils n'ont aucune raison, aucun droit de le dire. J'ai aussi remarqué que lorsqu'on parle de quelqu'un, on assume que cette personne-là dirait oui à n'importe quoi, à des actions, à des gestes. Ils assument que la personne va dire oui, qui mène à beaucoup de situations où le consentement n'est pas donné, puis des situations d'abus ou des choses de même. J'ai aussi beaucoup remarqué, moi je suis en 9e année, fait que c'est sûr que lorsqu'on parle du consentement, oui, le monde en sait beaucoup à propos de ce sujet, mais ça reste qu'il y en a plusieurs qui prennent ça comme une joke, comme une blague. Puis c'est pas assez pris au sérieux, qui est un gros problème, je trouve. Puis aussi juste les médias sociaux, ça crée une sexualisation extrême de tout. En fait, comme n'importe quoi ce qu'on voit, ça va être sexualisé. Puis ça se passe dans les médias, mais ça se passe aussi en personne, à l'école ou au travail. Fait que
c'est important d'en parler. Oui, des vraiment belles constatations sur justement la culture du viol dans notre société. On a aussi parlé beaucoup des red flags, donc par exemple, avoir une faible estime de soi. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est-tu quelque chose que tu avais déjà identifié ou est-ce que c'est des nouvelles choses que tu as apprises? Oui, donc la faible estime de soi. C'est sûr que à l'école secondaire, il y a beaucoup de monde qui passe à travers des changements, qui ça leur donne une faible estime de soi. Mais je trouve que maintenant, avec toute la culture du viol et l'hypersexualisation des gens et de tout ce qu'on voit, ça l'apporte vraiment à un autre niveau. Donc, les gens sont juste tellement plus portés à juger les gens ou porter des commentaires que ça base vraiment l'image de soi. Puis, une autre chose que j'ai remarqué, c'est quand il parlait à tantôt des photos intimes envoyées, que lorsque c'est les garçons, c'est beaucoup plus... C'est moins pris au sérieux de ce que moi j'ai constaté et réalisé, mais lorsque c'est des filles, c'est c'est plus majeur. Le monde va plus en parler, ça va plus circuler. Et c'est sûr qu'il y a des instances que ça arrive aux garçons aussi, c'est pas ça que je dis, mais c'est beaucoup plus majeur et sérieux, genre, pour les gens quand ce que ça arrive qu'une fille va envoyer une photo intime. Donc, je pense que ça base aussi l'estime de soi, qui est un grand problème chez les jeunes, surtout au secondaire, mais aussi dans les jeunes années d'adultes, parce que c'est ça base juste vraiment l'estime de soi. Oui, c'est sûr, l'estime de soi, c'est un gros enjeu chez les adolescents. Ça l'a été depuis très longtemps. C'est un temps qu'on est vulnérable dans notre vie. Puis là, en plus, maintenant, on a l'intelligence artificielle qui vient jouer là-dedans, qui vient créer des fausses perceptions de la réalité. Puis en plus de ça, bien sûr, on a le cher capitaliste que les gens qui n'ont pas une forte estime de soi, ça contribue à la société parce qu'on va acheter du maquillage, on va acheter des choses pour modifier notre corps pour nous sentir mieux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre société. Essayons de briser un peu le tabou. Jessica, Eve, comment est-ce qu'on fait pour briser le tabou, être confortable à caller out des situations ou même aller parler à quelqu'un? Je pense vraiment ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est vraiment une grosse partie en parlant d'éducants, faire d'éducation avec les gens, remettre en question les stéréotypes, comme tu avais mentionné, le capitalisme, le maquillage, des choses comme ça, vraiment s'appliquer envers ça, puis aussi soutenir les survivants, donc être capable de reconnaître les signes, puis si quelqu'un nous dévoile qu'ils ont vécu quelque chose comme ça, on peut être capable d'être équipé pour les aider ou les supporter aussi. Oui. Donc, disons, si on voulait aller parler à quelqu'un de confiance, souvent on va penser à la police, mais la police vient aussi souvent avec un certain stéréotype que peut-être qu'on va pas nécessairement avoir l'aide qu'on a besoin avec eux. Donc, qu'en penses-tu de ça? Oui, donc vraiment quand on parle à vouloir parler à quelqu'un, on peut parler soit à un adulte de confiance, comme tu as mentionné, la police, seulement vraiment si la personne se sent confortable d'en parler avec la police. C'est quand même quelque chose qui pourrait être vraiment épeurant pour des jeunes, parce que c'est la police, c'est comme on en prend en grandissant que c'est vraiment pour des gros cas sérieux. Puis oui, c'est vraiment des gros cas sérieux quand même qu'on parle, mais aussi, si la personne se sent pas confortable d'aller voir la police, c'est pas quelque chose qu'il faut forcer non plus. Puis si la police prend pas ça au sérieux, peut-être qu'ils sont pas confortables, il y a aussi des ressources dans la communauté qui sont prêts pour les aider quand les gens sont prêts pour y accéder aussi. Ouais. Donc on parle beaucoup d'adultes de confiance, mais comment est-ce qu'on fait pour repérer qui serait un adulte de confiance ou même comment est-ce qu'on fait pour devenir un adulte de confiance? Je pense vraiment, en gros, devenir un adulte de confiance, c'est d'être capable d'en parler pour que les gens se sentent confortables, sans jugement, c'est qu'ils vont apporter quelque chose, n'importe quoi vraiment. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose aussi tant sérieux que la sextorsion, par exemple, mais si on ouvre la communication avec les gens, puis on les fait sentir confortables de venir nous en parler, soit parents, membres de la famille, adultes, enseignants, enseignantes à l'école, peu importe. Si qu'on fait les gens se sentir qu'ils peuvent venir nous parler sans jugement, on les donne l'opportunité de venir nous en parler s'ils ont besoin. Ah, c'est vraiment des bons points.
Donc aussi, on peut appeler les centres spécialisés dans la province, bien sûr, dont le centre Jade. Oui. Qu'est-ce que certains services que ces centres-là peuvent offrir? Donc, on est 13 services dans la province, un peu partout dans la province. Puis, au centre Jade, vraiment similaire aux autres centres aussi, on peut offrir des services. Tous nos services sont gratuits. Ça inclut des services de counseling pour n'importe qui sont impactés par la violence sexuelle, soit directement ou indirectement. Donc, quand on parle par rapport aux les adultes de confiance, mais c'est quand même vraiment lourd parfois de voir quelqu'un qu'on aime vivre quelque chose comme ça. Donc, on peut aussi leur offrir des services pour eux aussi. Puis, on peut aider avec faire la déclaration à la police. On peut les accompagner à l'hôpital. On peut les accompagner en cours si ils sont dans le processus judiciaire, des choses comme ça aussi. Donc, on est vraiment là pour soutenir les gens, les aider à naviguer les systèmes, peu importe de ce qu'ils ont besoin. Merci beaucoup. Eve, te sens-tu qu'on parle assez de ces services ici à l'école, de quoi faire dans ces situations? Je pense que les services comme les centres d'aide ou le côté plus de police, je pense que ça, on en parle quand même beaucoup. C'est sûr qu'on peut toujours en parler plus. Mais je pense qu'une chose qu'on ne dit pas assez, c'est juste, comme que tu as mentionné, de briser le tabou. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit un commentaire que toi tu juges est inapproprié ou qui est des blagues de viol ou quelque chose d'un film ou d'une chanson, de juste pas avoir peur de dire à la personne comme, garde, ça c'est pas correct de dire ça parce que de petit à petit, lorsqu'on dit ça, ben peut-être que d'autres mondes vont commencer à le dire quand ils entendent des choses eux-mêmes. Puis comme ça va vraiment aider à briser ces genres de commentaires-là, puis cette culture-là de viol et d'harcèlement. Fait que juste de repérer, premièrement, ces phrases-là et ces commentaires-là, et juste de dire quelque chose, de pas avoir peur de lever la voix puis de dire quelque chose. Fait que je pense que ça aussi, ça ferait vraiment une différence. Oui, c'est un effort collectif pour sûr. Jessica, en tant qu'experte sur le sujet, as-tu des astuces pour comment est-ce qu'on peut vraiment aller call out ces comportements-là? Je pense vraiment comme à la base, c'est de comprendre que le consentement, c'est non seulement sexuel. Ça n'a pas besoin d'être sexuel. C'est vraiment quelque chose que ça se vit dans la vie de tous les jours. Donc, on parle, tu sais, comme laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent donner un bec ou un câlin à mes mères, ou, tu sais, quand on demande des questions comme est-ce que je peux avoir un bonbon, tu sais, à Halloween ou quelque chose comme ça, c'est les enfants disent non, ou les gens disent non, de aussi respecter leur non, puis d'être capable d'apprendre à accepter les limites des autres, mais aussi comment mettre nos propres limites en place, parce que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas souvent aussi. Oui, très, très bon point. Donc, là, disons qu'on va chercher de l'aide, on va chercher un service. Qu'est-ce qu'est l'atmosphère dans le centre? Comment est-ce qu'on se sent que ce qu'on va chercher? On essaie vraiment de créer un environnement qui est vraiment confortable pour les gens puis qui peuvent nous parler. On aime beaucoup leur dire aussi, c'est vraiment à leur rythme. Donc, c'est pas la même chose pour tout le monde. C'est vraiment chaque cas va être différent, va vraiment être unique. Donc, on essaie vraiment de donner une expérience unique à chaque personne où ils se sentent confortables. On a plein de ressources, on a plein de bonnes relations avec les gens de la communauté aussi. Donc, si on n'est pas nécessairement la meilleure ressource ou le meilleur soin pour eux, peut-être qu'ils ne se sentent pas confortables pour telle raison, on va les aider à se trouver les endroits où ils ont besoin d'aide aussi, là. C'est vraiment un environnement stable, confortable, que vous pouvez aller voir. Donc, c'est super important de se rappeler que ces centres existent et qu'ils sont là pour vous. Là, on est déjà rendu à la fin. Donc, Eve, veux-tu juste nous faire un survol des sujets qui t'ont le plus touché dans cette discussion? Oui, absolument. Donc, un sujet qui est super intéressant pour moi, c'est comment ça commence, les situations d'harcèlement ou de sextorsion. Donc, les raisons, les motivations, la manipulation d'un exploiteur et comment ça peut affecter une victime. J'ai aussi beaucoup aimé le côté médias sociaux qu'on a mentionné parce que c'est sûr que ça se passe en personne, ça se passe à l'école, mais les médias sociaux entrent en compte avec ça, puis ça joue vraiment un gros rôle dans cette culture-là. Aussi, je sais qu'on l'a mentionné beaucoup, mais juste la normalisation extrême, puis comment c'est rendu tellement banal de dire des commentaires et de dire des choses de la sorte. Fait que je trouve vraiment que
si on brise cette normalisation-là, ça va vraiment, vraiment faire une différence. Puis ça, c'est comme Clara a mentionné, c'est un travail collectif. C'est pas une personne qui peut faire ça, c'est pas des personnes. Il faut vraiment que tout le monde y mette de l'effort. Puis dernièrement, c'est juste le fait qu'on a dit que ça se passe partout. Puis on le sait pas. Des maisons où il y a de la sextorsion qui se passe, ou des situations où il y a de l'harcèlement. Ça se passe vraiment partout, puis on le remarque pas. Mais si on porte plus attention, on peut le remarquer, puis on peut faire une différence. On peut arrêter des situations d'abus ou de viol. On peut vraiment les arrêter si on porterait plus juste attention à ce qui se passe. Fait que, ouais. Merci beaucoup, Eve. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on passe de la culture du viol à la culture du consentement? Ça, c'est une excellente question, Clara. Ben moi, je pense qu'une des premières choses, c'est qu'il faut que la honte, elle change de camp. Donc, si les témoins d'un acte de violence, d'une agression, d'un peut-être même de sextorsion, dire regarde ça là, ça a pas d'allure ce que tu es en train de faire, de prendre le parti de la victime. Déjà la victime va se sentir soutenue, elle va s'apercevoir que OK, ce que je vis, c'est pas normal. Donc on va vraiment changer le pouvoir de place. On va redonner du pouvoir à la victime, puis mettre l'agresseur un petit peu à sa place en disant non, là, ce que tu fais, ça a vraiment pas d'allure. Oui. Puis vraiment venir questionner les normes sociales aussi. On voit comme les garçons, tu sais, sont supposés d'être forts, ils pleurent pas. Les filles sont supposées d'être, tu sais, silencieuse, pas vraiment supposée de prendre beaucoup de place. Donc, il veut vraiment venir avoir un impact sur l'estime de soi des garçons et des filles. Comme tu avais mentionné, qu'il pourrait aussi avoir un impact sur le risque d'être sextorqué ou des choses comme ça aussi. Là. Donc, vraiment venir questionner les normes sociales de ce qu'on voit qui est vraiment la réalité de tous nos jours, mais ça n'a pas besoin d'être la réalité non plus. Là. Très intéressant. Ceci conclut notre épisode. On veut remercier notre bailleur de fonds, Femmes Égalité Genre Canada, car sans eux, ce podcast n'aurait pas lieu. On veut aussi remercier les intervenantes d'aujourd'hui, Jessica Galland, Madeleine Lambolé et Ève Leblanc. C'était une discussion très enrichissante. On veut aussi remercier vous, les auditeurs et auditrices. On espère que cet épisode vous aide à appliquer le consentement dans votre vie quotidienne. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Ensemble, cultivons la culture du consentement au Nouveau-Brunswick.